مداخلة ثالثة la dynamique des pays africains riverains de l'Atlantique vers un nouveau paradigme d'intégration et de coopération dans un monde volatile et incertain par le professeur Mohamed Chkoundi qui nous vient de l'Institut universitaire des études africaines, euro-méditerranéennes et ibéro-américaines de Rabat, Université Mohamed V. فليتفضل أستاذ محمد شكوندي. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Tout d'abord, je commence par remercier les organisateurs pour cette belle initiative, parce que ça fait pratiquement 2 ans que nous parlons de l'initiative royale des pays africains riverains de l'Atlantique, une initiative ô combien importante pour notre continent et pour l'Afrique de l'Ouest en général. Mais jusqu'à maintenant, nous nous sommes davantage attardés sur la réflexion, c'est-à-dire les raisons principales, ainsi que l'importance de cette initiative, maintenant qui s'est convertie, qui s'est transformée en dynamique. Là, ne parlons plus de l'initiative, nous parlons de la dynamique des pays africains riverains de l'Atlantique, et donc ça change de tout au tout. Et donc nous parlons d'un processus, parce que cette initiative, j'ai envie de dire qu'elle est engagée depuis longtemps. Depuis 20 ans, le Maroc travaille, implémente en quelque sorte cette initiative à travers un ensemble de projets, sous forme d'investissement direct à l'étranger, sous forme d'échange d'expériences avec les pays de notre continent, et ainsi de suite. Et sous forme d'initiatives de portée continentale. Donc, je vais commencer par quelques constats. Si le technicien peut venir rapidement, parce que comme ça, je n'arrive pas. Quelques constats. Le premier constat, c'est que, donc je vais faire d'abord des constats empiriques, mais d'accord. Donc, j'ai envie de vous faire des constats de portée empirique et des constats de portée théorique. Les constats de portée empirique, pour vous dire qu'on vient de loin par rapport à l'Atlantique, parce qu'on avait du mal à s'approprier notre Atlantique, en quelque sorte. On était loin de l'Atlantique. L'Atlantique faisait peur à tous les Africains, en quelque sorte. Parce que la dynamique, le professeur vient de le dire, la dynamique d'intégration continentale était de côté de désert. Et à un moment donné, il y avait le colonialisme, et donc on a commencé à exploiter l'économie coloniale, était une économie, bien évidemment, d'exploitation de l'Atlantique. Mais il nous a détournés de désert et de toute une civilisation de désert, que je conçois dans le cadre de l'article, que je remettrai plus tard. Cette économie de désert, cette civilisation de désert, c'est une ressource spécifique que l'on peut réactiver maintenant que nous parlons de renforcement de la dynamique continentale. Donc, il ne faut pas que j'épuise tout le temps. Rapidement, par le passé, l'Atlantique fut considéré comme un espace stratégique pour une économie d'exploitation et d'extraction. La découverte de l'Atlantique a dévitalisé le désert. Et ça, c'était bien dommage pour cette dynamique continentale. Il a privé de sa dynamique historique, le commerce des caravanes. Après, c'est le commerce des caravelles qui a pris la place du commerce des caravanes. On peut jouer sur la terminologie, mais c'est une réalité qui fut amère. Donc, le passage de commerce des caravanes à celui des comptoirs, bien évidemment. Dès lors, les villes historiques, à l'instar de Sijil Massa et Tombouctou, ont perdu de leur attrait. Parce que nous parlons actuellement de Tombouctou, quand les autres parlent de Tombouctou, les perceptions sont négatives. Alors que Tombouctou, c'est une charge civilisationnelle et ainsi de suite. C'est un véritable patrimoine. Et donc, de leur attrait, le commerce des caravanes a périclité, a été relégué au second de patrimoine historique. Et donc, après 10 siècles, l'Afrique se tourne vers la mer consciemment. Donc, il y a une volonté commune, il y a une volonté commune de mettre en place une intelligence collective. Quand nous parlons de l'implémentation, nous parlons de cette intelligence collective et de cette organisation, j'ai envie de dire, des pays africains riverains de l'Atlantique, qu'il faut percevoir comme une organisation apprenante. Apprenante pour gérer collectivement nos défis et apprenante pour résilier collectivement aux menaces. Les menaces, elles viennent de l'extérieur. Les menaces, elles sont de portée économique parce que nous parlons actuellement de la militarisation du commerce international.
nous parlons aussi de l'incertitude radicale. Donc les menaces sont nombreuses, bien évidemment. Donc cette volonté de s'approprier cet espace pour en faire un territoire, donc un construit économique et social entre tous les pays africains arrivant de l'Atlantique et donc les pays de Sahel, ils sont dans cette dynamique. Et je parlais tout à l'heure de la trajectoire que cette dynamique nous permet de créer. C'est une trajectoire que j'appelle en T couché, parce que d'un côté, nous avons la dynamique qui est verticale, il va associer l'ensemble des pays africains riverains de l'Atlantique jusqu'à ce qu'on arrive, y compris en Afrique du Sud, et il va associer aussi, il va entraîner les pays de Sahel. Et donc, elle est horizontale, et donc c'est une trajectoire en T couché. Pourquoi cette organisation apprenante? Bien évidemment, parce que quand nous parlons de l'implémentation, nous parlons de cette organisation apprenante pour relever collectivement les défis. Ça a été dit, un pays africain à lui seul ne peut pas relever ces innombrables défis en quelque sorte. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Et donc, il faut mutualiser. Après, je vous parlerai de comment je conçois, d'un point de vue économique, ce nouveau paradigme de coopération. Le deuxième élément, ça nous permet d'exploiter le potentiel de l'économie bleue. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de pays africains, quand je vous parle par exemple des pays du Golfe de Guinée, ils n'exploitent pas à bon escient leurs ressources halieutiques, parce qu'ils n'ont pas les moyens de production, de pêche nécessaires, modernes, les moyens pour sécuriser l'espace maritime, et ainsi de suite. Donc c'est une ressource qui est dilapidée. Troisième élément, pour que l'on puisse tirer meilleur profit de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale. Et finalement, pour que l'on puisse convertir, parce qu'il ne faut pas qu'on reste en permanence sur les crises. Il ne faut pas qu'on reste en permanence bloqué par les multiples urgences auxquelles nous sommes appelés à faire face. En travaillant ensemble, en investissant massivement dans cette organisation apprenante, on peut convertir les crises en opportunités. Et donc maintenant, j'en viens à la réflexion théorique. Le premier constat, c'est que le monde est en crise et les fondements de la coopération internationale sont remis en cause. Désolé pour l'erreur gravissime. Donc les fondements de la coopération internationale sont remis en cause. Les modèles de développement s'épuisent. Je ne suis pas en train de critiquer un quelconque modèle de développement, mais quand on s'attarde un temps soit peu sur ce qui se passe au niveau international, on voit qu'il y a beaucoup de modèles de développement qui s'épuisent, c'est-à-dire qui s'essoufflent en quelque sorte. Donc tout le monde, y compris les pays occidentaux, sont à la recherche d'un nouveau souffle de développement, donc de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles dynamiques de développement. Donc je ne vais pas vous dire que nous nous trouvons au même niveau, il y a des écarts bien évidemment, mais la préoccupation développementiste n'est pas seulement africaine en quelque sorte, elle devient mondiale. Dans les pays développés, on parle de la réindustrialisation. Donc la réindustrialisation, c'est-à-dire être capable d'amorcer de nouvelles dynamiques de développement. Et donc, la réflexion sur laquelle je suis consiste à dire que le paradigme de l'économie de développement est de moins en moins opérationnel. Avant, les pays, c'est pas s'affronter, les rivalités entre pays tournaient autour de l'exportation des modèles de développement. Là, il n'y a plus de modèles à exporter, et même les départements du ministère des Affaires étrangères de beaucoup de pays se saisissent de moins en moins des questions liées à l'économie de développement. Et donc, on ne cherche plus à imposer des modèles, mais des manières de faire. La réflexion sur le développement devient de plus en plus endogène. C'est aux pays africains, chacun, d'avoir une stratégie, d'avoir un État stratège capable de concevoir une stratégie, de la mettre en place. Et après, maintenant, j'en viens à un cinquième constat, c'est que l'espace national, et c'est ce qui nous connecte rapidement avec ce à quoi nous sommes en train de parler ici, la dynamique des pays africains riverains de l'Atlantique. On se rend compte, quand on voit ce qui se passe au niveau international, quand on voit ce qui se passe dans plusieurs pays africains, on se rend compte que l'espace national, comme champ d'observation et de mise en place des politiques de développement, ne se fait plus. Donc la conception et la mise en place des politiques de développement devraient, c'est-à-dire se faire dans un cadre, j'ai envie de dire, continental, régional, je ne vais pas dire transcontinental, mais continental et régional. Donc, l'espace qui nous préoccupe, qui devrait nous intéresser chaque pays africain, quand il est en train de mettre en place sa stratégie de développement, c'est la communauté économique régionale, c'est ce qui se fait au niveau de l'Union africaine par rapport à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Désolé, je vais vite. Donc, les pays africains sont à la recherche des ressources stabilisatrices.
Et c'est quoi l'hypothèse sur laquelle nous travaillons? C'est que dans ce monde ô combien chrysogène, l'Afrique est à la recherche de nouvelles ressources stabilisatrices. Avant, la ressource stabilisatrice, c'était la coopération internationale. Je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur la coopération internationale. La coopération internationale est importante. La mondialisation est importante, mais il y a un essoufflement de la coopération internationale. Il y a une exacerbation des rivalités, j'ai envie de dire, géostratégiques, géopolitiques et économiques entre les puissances. Et donc, ce qui fait qu'il y a une tendance à la fragmentation géoéconomique internationale. Nous voyons ce qui se passe en Afrique. L'aide publique au développement se fait de plus en plus rare. Donc, est-ce qu'on va attendre cette aide publique au développement éternellement, ou bien il va falloir mettre en place des dynamiques de développement endogènes, être capable de mobiliser les ressources fiscales locales, et j'en passe. Donc, en tout cas, ça nous interpelle. Et donc, d'où l'importance de travailler sur l'économie de la mutualisation. Quand nous parlons de l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique, ça veut dire que c'est un ensemble de pays. C'est pour ça tout à l'heure, je disais que c'est déjà en train d'être mis en place. Cette dynamique, il est enclenchée. Quand nous voyons ce qu'a fait le Maroc jusqu'à maintenant avec de nombreux pays africains par rapport à la mise en complémentarité des ressources, un ensemble de projets qui ont été initiés dans le continent, par rapport à la mutualisation des infrastructures, ça c'est important. Quand on voit ce qui se passe en ce moment entre la Mauritanie et le Sénégal, c'est-à-dire deux pays voisins qui ont décidé, plutôt que de se faire la guerre, comme ça a été le cas auparavant entre pays africains, ils ont décidé de créer, d'investir dans l'économie de mutualisation, c'est-à-dire créer des infrastructures communes pour exploiter collectivement les ressources. Et après, cette exploitation collective des ressources par deux pays va leur permettre d'enclencher un processus de coopération qui va s'élargir à d'autres domaines. Donc, j'en viens, deux initiatives africaines qui se rejoignent et qui se complètent en ce qu'elles cherchent à revitaliser le désert et s'approprier l'Atlantique à partir d'un regard et génie africain, à partir d'un regard et d'un génie africain. Donc, le désert et les deux côtés de Sahel, c'est important. Je vous en parlais tout à l'heure. Cette économie patrimoniale qui peut être importante. Et parfois, certains pays de Sahel, certaines villes maliennes sont beaucoup plus loin de centre qu'elles ne le sont d'autres villes africaines en quelque sorte. Donc, peut-être en investissant dans ce paradigme de mutualisation, on peut rapprocher certaines villes africaines en les connectant à une dynamique continentale. Donc, la première initiative, c'est l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique qui est devenue dynamique. Et nous avons l'initiative visant à permettre le désenclavement des pays de Sahel en leur donnant accès à l'Atlantique. Ça, c'est important. Mais il n'y a pas que l'accès à l'Atlantique des pays de Sahel. Il y a une reprogrammation économique. Cette dynamique est synonyme d'une reprogrammation économique, d'un changement de perception sur le Sahel. Quels sont les enjeux donc, économiques, sociaux, de gouvernance de ces deux projets en chantier? Et en quoi peuvent-ils valider l'hypothèse de l'émergence d'une économie de mutualisation, corollaire de la coopération afro-africaine? Donc nous avons les enjeux par rapport à ces dynamiques, en nous parlant de l'initiative de désenclavement des pays de Sahel, nous avons les enjeux liés au désenclavement multidimensionnel. Et c'est là qu'en nous parlons de l'implémentation, un désenclavement multidimensionnel, ce n'est pas un désenclavement seulement par les infrastructures. C'est un désenclavement par rapport à la manière dont certains projets peuvent être déployés dans le Nord Mali pour aider le Nord Mali à sortir de cette crise structurelle liée à l'insécurité. Parce que derrière la crise, quand on essaye de comprendre les origines de la crise, on trouve que d'abord, il y a au premier chef, il y a le problème de la pauvreté, la fragilité en quelque sorte. Et donc, en investissant, en mettant en place cette initiative dynamique de désenclavement, ça consiste à mettre en place des projets de développement socio-économique. Et donc, les enjeux liés au désenclavement multidimensionnel et donc à la lutte contre les vulnérabilités, sources d'instabilité, d'expansion du djihadisme et de montée en puissance de l'extrémisme. Les enjeux liés à la mutualisation des infrastructures, ça a été dit tout à l'heure, et la mise en place d'une intelligence collective pour gérer les ressources et relever les défis. Les enjeux liés à l'émergence d'une économie de prospérité partagée, inclusive, créatrice d'emplois et transformatrice des ressources in situ. Donc, rapidement, les enjeux liés au désenclavement multidimensionnel. Une minute. Donc, les pays de Sahel jouissent d'une grande étendue territoriale en termes de superficie, nous le savons.
Certaines régions sont très loin du centre, de la capitale, ce qui rend compliqué l'accès aux services publics. Parfois, l'enjeu de désenclavement il est lié à la mise en place des services publics, parce que les populations, parfois, n'ont pas accès aux services publics. Donc, ça les fragilise davantage et ça les rend une proie facile à tout ce qui est mouvement djihadiste et ainsi de suite. Les régions ne communiquent pas suffisamment entre elles et les populations ont parfois l'impression d'être abandonnées. Donc, le cercle vicieux de l'enclavement, nous le connaissons, c'est par rapport aux perceptions, c'est par rapport à la manière dont nous avons perçu jusqu'à maintenant le Sahel. Donc, cette dynamique, il est de nature à reconfigurer, c'est-à-dire à reconsidérer le Sahel, à changer de perception sur le Sahel par le biais de cette reprogrammation. Donc, le fait de connecter le Sahel à la dynamique verticale dont je parlais tout à l'heure est très important. Je n'ai pas le temps de m'attarder davantage. Après, quand on voit un peu par rapport à l'initiative des pays africains de l'Atlantique, et on voit un peu, nous parlons actuellement de la transition énergétique. Dans la transition énergétique, on voit que nous avons besoin de ce qu'on appelle les minerais stratégiques. On les appelle, on les qualifie de minerais stratégiques par rapport à leur criticité, leur importance dans la dynamique d'industrialisation, par rapport à tout ce qui est fabrication de véhicules électriques, par rapport à tout ce qui est mise en place des infrastructures nécessaires aux énergies renouvelables. Donc on voit que les pays africains riverains de l'Atlantique, ils possèdent pratiquement toutes ces ressources, toutes ces minerais stratégiques en quelque sorte. C'est-à-dire nous avons là, avec cette dynamique de l'Atlantique, en plus de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui permet aux pays africains d'échanger de biens et services sans droit de douane, nous avons les conditions et douanes pour que ces pays puissent amorcer des dynamiques d'industrialisation par le biais de l'investissement dans les énergies renouvelables et pourquoi pas par le biais de la mise en place des usines pour construire, fabriquer des voitures électriques, pourquoi pas. Parce que cette carte tirée de la revue, le magazine Jeune Afrique, nous permet de voir que quand on voit rien que le long de l'Atlantique, on voit que la plupart des pays ont le cobalt, le manganèse, le nickel, le lithium, c'est-à-dire ces minerais stratégiques qui sont indispensables à la transition énergétique et à la fabrication des voitures électriques. Donc je vais directement... Donc un nouveau paradigme de coopération, je crois que j'en ai parlé, c'est une nouvelle manière. Là, ce que propose le Maroc... Et maintenant, on parle de la dynamique atlantique, on ne parle pas seulement de Maroc, on parle de la dynamique atlantique. C'est un projet qui est en chantier, donc il va générer d'autres projets. Ce qui nous intéresse ici, c'est que nous sommes en train de mettre en place une intelligence collective qui nous permet de renforcer les interdépendances entre les pays africains et les riverains de l'Atlantique, et ça c'est important. Il y a d'autres considérations, je peux y revenir lors de débats. En guise peut-être de conclusion. Ça, c'est la dynamique en couché, j'en ai parlé. Donc, il y a une dynamique verticale d'exploitation qui permet aux pays riverains de l'Atlantique de relever collectivement les défis sécuritaires. Elle le permet aussi de mettre en place des complémentarités. C'est quoi les complémentarités? Parce qu'il faut forcer de constater que les pays africains, jusqu'à maintenant, sont restés cantonnés dans la division internationale du travail au statut d'exportation des matières premières à l'état brut. La dynamique atlantique, la zone de libre-échange continentale, donne l'occasion aux pays africains de transformer leurs ressources in situ. Et je vous parlais tout à l'heure comme quoi ce sont des projets qui ont déjà initiés par les entreprises marocaines. On peut parler c'est-à-dire des unités de mélange par rapport à la fabrication des engrais. Et il peut y avoir d'autres projets qui vont émaner de cette dynamique. Parce qu'en tout cas, comme je viens de vous le montrer, les ressources sont là et la vision est là. Donc, et en plus, il y a de plus en plus d'adhésion des pays africains et de l'Atlantique à cette dynamique. Et donc, nous avons tous les ingrédients pour pouvoir amorcer une nouvelle dynamique de développement. Et cette dynamique de développement, bien évidemment, elle profitera nécessairement, certainement, aux pays de Sahel, parce qu'il va entraîner les pays de Sahel, dont nous sommes dans cette dynamique aussi de reprogrammation. Je n'ai pas le temps de m'y attarder davantage. Donc, il y a des enjeux de la gouvernance, bien évidemment. Je termine là. Oui, c'est bon. Il y a des enjeux de la gouvernance parce qu'on parle de la dynamique, on parle de la zone de libre-échange continentale, on parle de projet de développement continental qui est incarné dans l'esprit de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais il y a un problème, il y a quelque chose qui manque, c'est la mise en cohérence. Parce que nous avons l'Union africaine, elle porte l'agenda 2063, mais
l'agenda 2063, pour qu'il soit implémenté, nous avons besoin de concours de l'espace national et de l'espace régional. L'espace national, ce sont les États, l'espace régional, ce sont les communautés économiques régionales. Et donc, il faudrait qu'on pense, ça c'est par rapport au sujet de recherche. Je propose aux étudiants des sujets de recherche sur la mise en cohérence. Nous parlons de l'économie de mutualisation, mais pour que cette économie de mutualisation puisse devenir réalité, c'est-à-dire qu'il puisse se traduire par une amélioration du bien-être des Africains, par la transformation des économies africaines et par l'émergence de nouvelles dynamiques d'industrialisation, on a besoin de travailler sur la gouvernance. Comment mettre tout ça ensemble? Comment mettre en cohérence tous ces éléments-là et faire en sorte que l'on puisse aller vers le même objectif, aller vers la même cible, en quelque sorte, qui est celle de développement. C'est grâce au développement que l'on peut lutter contre toutes les sources de vulnérabilité et de fragilité. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chkoundi. Bien que vous ayez dépassé de quelques minutes le temps imparti, mais c'était passionnant, c'était très, très intéressant. Et donc, moi, je suppose, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup appris de votre intervention. Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler que les Marocains ont pendant longtemps, enfin les Marocains, les Africains d'une manière générale, ils ont tourné le dos à la mer, et à commencer par les Marocains. Nous avons tourné, nous sommes un peuple continental. Nous avons toujours vécu à l'intérieur et nous avons laissé le littoral, la côte, aux colonisateurs. Et donc, il fallait attendre justement l'arrivée de la colonisation pour amorcer un processus de littoralisation, de transfert de la population, des activités, etc. sur le littoral. Voilà, c'était vraiment extrêmement important, extrêmement intéressant de le rappeler.